Bien, chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. Avant toute chose, nos excuses pour cette petite épreuve qu'on vous impose. Nous avons eu des difficultés techniques à présent résolues, donc nous pouvons lancer notre conférence. Je suis personnellement ravi de vous retrouver. Vous savez que c'est important pour nous au PGE d'avoir ce contact régulier avec vous, surtout dans qui, j'espère, n'est pas trop difficile pour vous, mais qui est quand même complexe. L'objectif de notre cycle de conférences, je vous le dis régulièrement, c'est bien sûr d'approfondir les cours que dans votre cursus S1 et S2, mais aussi d'enrichir votre regard, d'enrichir vos connaissances grâce à l'apport d'experts extérieurs. Et aujourd'hui, nous avons choisi de dédier cette conférence au thème de la RSE et la finance, autour du thème de la compliance, tous ces thèmes-là que nous allons évoquer et développer. Ce thème qui se situe un peu entre deux de vos cours, celui de RSE bien sûr, celui des états financiers par ailleurs. Alors, lorsque nos invités auront développé leur thème, si vous avez des questions à poser, je vous suggère de me les poser par le chat en questions privées que je suis et je me ferai votre représentant, je me ferai l'intermédiaire de vos questions. Quelques mots avant de vous présenter nos invités sur la RSE. Je ne vais pas faire long, d'abord parce que vous avez des professeurs de RSE qui sont bien plus compétents que moi, et juste pour dresser une sorte de panorama historique, redire le cadre dans lequel nous nous situons aujourd'hui. La RSE, comme vous le savez peut-être, est un concept assez vieux, beaucoup plus vieux que ce qu'on croit, puisqu'en fait il émerge dès la fin du 19e siècle, lorsque, aux États-Unis notamment, on assiste à la séparation de la propriété et de la gestion des grandes entreprises, ce qui pose la question du contrôle et de la gouvernance. C'est de là que naissent les premières réflexions sur la RSE. C'est ensuite alimenté par le développement des grandes business schools aux États-Unis qui forment des managers à ces questions de gestion et de premières préoccupations à RSE. Évidemment, le concept se développe et c'est en 1953, dans le fameux livre de Bowen sur la social responsibility of the businessman, qu'on a l'acte de naissance de la RSE. Pour autant, ça n'a pas toujours été gagné. D'abord, il faut savoir que le bouquin de Bowen est une commande de l'Église américaine, donc il y a des premières notions de lien entre les croyances et les convictions entrepreneuriales. Le concept va se développer, mais va pas faire florès de suite, puisque je vous rappelle qu'au milieu des années 70, avec tout le courant libéral, ultra-libéral américain, notamment The Boys, quelqu'un comme Milton Friedman pouvait dire assez tranquillement que la seule responsabilité sociale des entreprises, c'était le profit. C'est un petit peu loin de préoccupation. C'est finalement au milieu des années 80 que, avec le rapport Brundtland qui fait émerger le développement durable, on a vraiment une sorte de second souffle de la RSE qui devient d'une certaine manière la prise en compte par les entreprises des problématiques de développement durable autour de l'écologique, de l'économique et du social. Ces trois piliers fondamentaux du développement durable qui doivent être gérés avec la double approche à la fois spatiale, c'est-à-dire de manière également répartie sur la planète, et également temporelle, avec la préservation des droits des générations futures. Voilà, on en arrive à peu près là, et aujourd'hui, la plupart des entreprises ont une préoccupation RSE, et ce dans tous les métiers, y compris ceux de la finance et ceux du droit. Pourquoi nous avons le plaisir aujourd'hui, vraiment un grand plaisir d'accueillir deux avocats du cabinet Jeantet, que je ne vais pas présenter puisque
Euh, Maître Philippe Portier vous présentera le cabinet. Je veux juste dire que c'est un des cabinets les plus prestigieux de la place parisienne. Peut-être qu'il ne le dira pas, donc moi je le dis. Et que nous avons beaucoup de chance d'avoir deux de ces membres aujourd'hui pour traiter de ces problématiques de RSE, de finance et de compliance. Je veux aussi adresser un remerciement particulier à nos invités, puisque des avocats du cabinet Janté interviennent dans le PGE, notamment dans la majeure management responsable, et que c'est toujours un grand plaisir d'accueillir des spécialistes, des experts extérieurs pour alimenter nos étudiants. Nous accueillons donc Maître Philippe Portier, qui est avocat au cabinet Janté, qui est responsable du secteur de l'activité corporate finance, qui est avocat au barreau de Paris et au barreau de New York. Et nous accueillons également Maître Marianne Chevalier, qui est spécialiste de la fusion-acquisition internationale, qui est avocate au barreau de Paris et au barreau d'Aix-en-Provence, et qui est par ailleurs intervenante à quête du PGE en M1. Voilà, Philippe, je vous laisse la parole pour vous présenter le cabinet et commencer à nous dresser le tableau de ce lien entre RSE et finance. Merci Arnaud, et merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Assez content avec Marianne de pouvoir parler à des jeunes étudiants d'un sujet qui, de toute évidence, remonte loin dans le temps, mais commence à connaître une véritable période de maturité aujourd'hui. Nous, ça nous intéresse. Janté, Arnaud le rappelait, est un cabinet qui existe depuis les années 20. Il a été créé en 1924 par les premiers avocats français, les premiers juristes français à avoir fait leurs études à Harvard à l'époque. Donc, on retrouve effectivement ce lien avec les théories des sciences de gestion qui avaient donné naissance à ces business schools. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le cabinet a toujours existé, a toujours été assez intéressé aux problématiques de long terme. Et ça fait un petit moment qu'on regarde chez Janté les questions de la RSE. Janté aujourd'hui, peut-être rapidement, donc c'est 150 avocats, une centaine à Paris, une cinquantaine dans des bureaux étrangers, Genève, Budapest, Kiev, Moscou et Casablanca. Et on pratique tous les domaines du droit des affaires. Et c'est là que, je dirais, ça devient intéressant de se poser la question de savoir en quoi aujourd'hui il y a convergence entre le concept de RSE et le concept de droit des affaires. La RSE, elle est née probablement sur une ambiguïté qui est liée à sa traduction de l'anglais, et pour moi qui a amené à un certain nombre de conséquences qui aujourd'hui sont en train de s'estomper. C'est-à-dire qu'en anglais, on parle de social responsibility et le mot responsibility n'a pas la même portée que le mot liability. Là, je raisonne en juriste et on va expliquer en quoi des avocats aujourd'hui s'intéressent à ces dynamiques de RSE, de conformité, de compliance, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Le mot responsabilité, en français, il a deux acceptions. La responsabilité qui peut être de nature morale, celle qui n'est pas nécessairement sanctionnée juridiquement, et puis celle qui va être juridique. Il est certain que nous, en tant qu'avocats, nous nous intéressons qu'à la seconde. Notre métier, c'est de travailler sur une matière qui s'appelle le droit. Le droit, il est protéiforme, on pourra y revenir. Ça peut être la loi, le règlement, mais ça peut être aussi un contrat qui forme une obligation juridique et quelquefois aussi des conditions qu'on va accepter pour bénéficier de quelque chose. Et là également, on se fait engager. Donc là, il y a une notion de droit, et à côté, on a une autre notion qui va s'appeler l'éthique, et qui est à la base aussi d'une dynamique de RSE. Donc, je dirais, le premier problème, on parle de responsabilité. Or, en français, ce mot a deux acceptions, alors qu'en anglais, il est surtout lié à une responsabilité morale, et la liability, en revanche, entraîne des conséquences juridiques, des sanctions, des pénalités, des choses comme ça. Donc déjà, on a un univers conceptuel, on va dire sémantique, qui crée la confusion. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est parti d'une idée qui avait été théorisée par des économistes, et ça, je laisserai vos enseignants vous en parler, mais sur cette notion que les entreprises devaient assumer une forme de responsabilité, on va dire au sens moral dans ce cadre-là. Le professeur Capron parlait de redevabilité, moi j'aime bien le terme de la redevabilité, qui était lié au fait que les entreprises créent des externalités.
Cette notion d'externalité, elle est fondamentale dans la création de la RSE parce que la RSE est considérée au départ, en tout cas, et on voit que c'est en train d'évoluer, elle est considérée comme une contrepartie aux externalités de l'entreprise. Je suis un acteur économique, je ne peux pas me contenter, comme le disait Friedman, de faire du profit, puisque je crée également une empreinte, je crée des dégâts potentiellement sur la planète ou sur autre chose, et ces dégâts, je dois les corriger. Alors comment est-ce qu'on corrige ces dégâts? Bien évidemment, c'est là où les différences entre les pays sont très marquées. On va être dans un pays anglo-saxon comme les États-Unis avec cette notion de RSE qui va se développer parce qu'elle va avoir une notion un peu contractuelle. L'entreprise s'engage vis-à-vis de parties prenantes, ses actionnaires, ses clients, les marchés, etc., tout ce qu'on veut, les pouvoirs publics, à corriger ces externalités. Et puis en France, on va avoir une approche plus, on va dire, coercitive et on a une densification des règles en matière de RSE pour les entreprises par le biais de la loi. Et la loi va, comme ça, créer des obligations substantielles pour les entreprises en droit du travail. On sait très bien qu'on est en France, on a un droit du travail parmi les plus protecteurs qui vise précisément à protéger, on va dire, le salarié dans sa relation à son emprunteur. C'est une dynamique RSE, l'environnement également. Donc on a déjà des évolutions diverses avec des concepts qui sont pas les mêmes et puis des approches qui sont différentes. Et tout ça crée une forme de confusion sur finalement quelle est la responsabilité de l'entreprise dans tout ça. Alors si on regarde les 20 dernières années, on a l'incarnation de tout ça, c'est-à-dire d'un côté un droit qui va se densifier, des codes qui prennent une épaisseur considérable. Notre matière juridique, à Marianne et à moi, est de plus en plus complexe, etc. Donc ça, ce sont les obligations substantielles. Et puis à côté de ça, se développe cette idée de la RSE qui va au-delà, parce que on parlerait pas de RSE s'il suffisait de respecter la loi. Donc la RSE, dans un premier temps, va dans une dynamique volontariste, c'est-à-dire l'entreprise va se dire, au-delà de respecter les lois, qu'est-ce que je peux faire de plus pour compenser mon empreinte éventuellement négative. Et c'est là où la loi trouve aussi ses limites, c'est qu'on ne peut pas réglementer dans tous les domaines, dans tous les détails, et chaque secteur, chaque branche d'activité a ses propres enjeux, ses propres sujets. Donc on développe un appareil qui au départ est fondamentalement éthique, c'est-à-dire va relever de ce qu'on appelle la soft law, par opposition à ce que nous on va appeler le droit normatif, c'est-à-dire celui qui est assorti de sanctions. Soft law va asseoir la RSE. Et puis, le premier baptême du feu en France, c'est la loi dite NRE en 2001, qui commence par créer une obligation de reporting. Donc, la RSE n'est pas une obligation, mais quand on le fait, on doit dire ce qu'on fait, et on commence à faire naître un rapport, on va dire, de dialogue entre l'entreprise et puis certains investisseurs, qu'on va appeler ESG, environnement, social, gouvernance, qui vont s'attacher à une performance non exclusivement financière de l'entreprise. Et puis, on passe pas mal d'années comme ça, et je dirais que jusque-là, pour nous, avocats, c'est pas un sujet qui nous intéresse énormément, puisque on est dans quelque chose de déclaratif. Donc, fondamentalement, l'éthique, qu'est-ce que je fais en plus de ce que la loi m'impose de faire? Donc, nous, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous importe, c'est la loi, la norme, comment est-ce qu'on la respecte, mais dès lors qu'on est extra-normatif, c'est-à-dire dans un autre domaine, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne donc à partir du moment où ça devient une obligation, mais qu'une obligation de publication, et c'est là où je dirais qu'on a mis un peu le verre dans le fruit de la RSE en France et pas seulement, c'est que c'est devenu très rapidement une affaire de communication. Affaire de communication pour les entreprises qui étaient assujetties à cette obligation de publication de leurs actions, on va dire, RSE, et donc ça a été un outil de, on peut le dire très clairement, de bonne communication, voire en poussant loin, de fairwashing, de greenwashing, c'est-à-dire tous ces abus qui consistent à prétendre des choses que l'on n'incarne pas nécessairement, ou alors de vraiment faire très très peu pour compenser le fait que derrière nos externalités sont monumentales. Donc c'est vrai que tout ça a créé une forme d'ambiguïté sur la notion, mais toujours est-il que nous, avocats, on s'y intéressait pas énormément. On a pensé à un moment que, par exemple, les entreprises cotées qui devaient publier des prospectus comportant leurs engagements pouvaient assumer une responsabilité si elles mentaient. L'affaire Volkswagen a montré que même quand on était en violation d'engagements très précis, c'est pas sur le terrain des prospectus boursiers
que la responsabilité d'une entreprise pouvait être engagée. Donc voilà, on en était là. Et puis les choses ont beaucoup changé depuis 3 ans, on va dire, avec un certain nombre de facteurs qui nous ont amenés à considérer la RSE comme faisant partie de plus en plus d'un univers normatif. Pourquoi? C'est qu'on a vu l'émergence de ce qu'on appelle la conformité ou la compliance. Vous connaissez le concept. Et la compliance, c'est un concept également compliqué puisqu'il est parti de la compliance envers la soft law. C'est-à-dire, en gros, ça consistait dans les entreprises à s'assurer que, en dehors du respect des lois, qui était évidemment la fonction première d'une entreprise et de sa direction juridique, il fallait aussi s'assurer du respect de ses propres engagements éthiques, RSE, etc. Donc c'était quelque chose qui ne relevait toujours pas du droit, c'était de l'organisation interne. Et puis cette soft law a été très développée par des outils, que ce soit des normes ISO, etc., qui disaient ben voilà ce que vous devez avoir dans un code d'éthique. Donc on était dans un monde un peu parallèle à celui qui nous intéresse, nous les avocats, et puis tout d'un coup les choses ont changé avec l'émergence de la conformité. Je ne parle pas du secteur bancaire qui est très à part et avec des règles très particulières, mais dans les entreprises en général, on a eu d'abord la loi Sapin 2 qui a créé une obligation de mettre en place des programmes de conformité pour lutter contre la corruption. Et ça, on est les seuls au monde à avoir obligé nos entreprises les plus grandes, mais enfin en l'espèce, elles ne sont pas très grandes, 100 millions de chiffres de 100 salariés, on est sur des PME qui sont obligées de mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Donc on a eu une approche très française par rapport aux anglo-saxons qui vont toujours être dans la dynamique de la soft law, etc. On est parti dans une dynamique très normative, très coercitive à la française, avec l'obligation de mettre en place des plans de compliance. Et sur cette dynamique-là, donc ça c'est fin 2016, et en mars 2017, on a la loi sur le devoir de vigilance des grands groupes, qui est très intéressant aussi, parce qu'il oblige à peu près à la même obligation, mettre en place un plan de lutte contre quelque chose, donc avec des vrais outils internes, enfin c'est une vraie obligation substantielle, avec un vrai effort et un vrai investissement de l'entreprise, pour détecter les risques que son activité fait courir, mais pas seulement de son activité, mais également celle de ses filiales, même si elles ne sont pas françaises, donc une dynamique extraterritoriale qui est assez rare dans le droit français jusqu'alors, et alors là c'est le pompon, sur les partenaires économiques, on va dire, de l'entreprise. Et à ce moment-là, obligation d'étudier ces impacts RSE, on va dire. Alors la liste véritable du devoir de vigilance, c'est droits de l'homme, liberté fondamentale, environnement, sécurité au travail et santé. Donc beaucoup de rubriques dans le devoir de vigilance et obligation de cartographier ces risques, de prévoir des investigations sur ces parties prenantes. Je ne peux plus désormais dire j'avais confié à un tiers le soin de me fabriquer une usine dans un pays lambda, j'assume une responsabilité si la personne qui va le faire pour moi le fait sans respecter un socle qui va être conforme aux droits de l'homme et aux normes que j'aurais déterminées, mais par référence à des usages. Donc, par exemple, eh bien, ça veut dire c'est une forme d'exportation de nos bonnes pratiques en matière sociale, environnementale, dans des pays qui, quelquefois, ne connaissent même pas la notion même de protection des salariés. Sur ce terrain-là, d'ailleurs, vous le noterez peut-être, on a commencé à avoir des actions de certaines ONG sur le fondement de cette loi, contre Total, qui avait mandaté un prestataire en Ouganda pour ouvrir un centre de traitement d'hydrocarbures et qui a amené leur prestataire local à délocaliser des populations contre indemnisation. Eh bien, ces ONG ont considéré que ce faisant, Total n'était pas respectueux, on va dire, de ses obligations en matière de droits de l'homme. Il y a une procédure en cours, il n'est pas certain qu'elle aille. Ça reste compliqué, mais bon voilà. Également Lafarge, vous vous souvenez peut-être de Lafarge qui avait été attaqué sur un terrain qui était les crimes contre l'humanité pour ses actions en Syrie. Téléperformance également, le call center, attaqué par des ONG devant les tribunaux, j'entends, pour un non-respect du devoir de vigilance,
puisque Téléperformance est perçu comme allant installer ses call centers dans les endroits de la planète où le droit du travail est le moins respecté. Donc, le levier utilisé de plus en plus par les ONG pour essayer de promouvoir les droits de l'homme. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit bien la bascule qui est en train de s'opérer pour passer de quelque chose qui était purement déclaratif à quelque chose où on demande à l'entreprise de faire quelque chose véritablement et au risque de se faire sanctionner. Et ça, c'est un peu la nouveauté. On n'est pas encore dans un régime de responsabilité directe au sens juridique, cette fois-ci. On est encore dans quelque chose où il faudrait démontrer que l'absence de programme de détection de ces risques de l'entreprise a créé le problème. C'est compliqué, on n'est pas allé au bout du processus, mais on voit bien la direction qui est prise. Dernier peut-être développement qui fait que de plus en plus cette matière est la nôtre, nous avocats, nous juristes, c'est la modification du Code civil. Modification du Code civil, il faut le savoir, toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, en droit français, prennent leur source dans l'article 1833 du Code civil, qui jusqu'à présent indiquait que, eh bien, une société était constituée dans l'intérêt, en gros, sous-jacent de ses actionnaires. Évidemment, là, on est, pour ceux qui ont fait un peu de gouvernance d'entreprise, on est dans ce questionnement depuis déjà une trentaine d'années sur, finalement, quelle est la finalité d'une entreprise. Est-ce qu'une entreprise de rentabilité, performance financière de ses actionnaires, ou poursuivre un intérêt qui lui est propre? Il est vrai que dans la culture anglo-saxonne, on est plus dans la première dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un fiduciary duty, un devoir de loyauté de l'entreprise envers ses actionnaires, qui est d'atteindre le maximum de performance pour eux, et ce qui fait que la corporate governance aux États-Unis a surtout ces dernières années essayé de lutter contre ça. Et on le retrouve dans le ESG, dans la RSE, cette idée que, eh bien non, l'entreprise doit travailler dans son propre intérêt d'abord. L'intérêt des actionnaires n'est qu'un des intérêts qu'elle doit poursuivre au travers du sien propre. Et surtout, donc ça c'est précisé par le nouvel article du Code civil, enfin la modification, mais également on ajoute que cet article 1833 ajoute que la société doit être gérée dans son intérêt, donc comme je viens de le dire, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc on revient à cette idée qu'il appartient à l'entreprise, toujours dans la primauté de son intérêt, de s'assurer que son activité va avoir le moins d'impact, d'externalité, comme je le disais tout à l'heure, sur les autres. Alors, vous me direz, où est le droit dans tout ça? Le Code civil, quand même, hein, c'est pas rien. Là, il n'y a pas de sanction, là non plus. Devoir de vigilance, très important, il n'y a pas de sanction. Mais derrière, c'est la tendance qui est intéressante. On n'est pas encore sur un bataillon de procédures, etc. Encore qu'il y en a, j'ai mentionné Total, Téléperformance, il y en a d'autres, je les ai pas en tête, et ça va certainement se démultiplier. Mais on est beaucoup plus sur des dynamiques, on va dire, de médiatisation de certains procès et d'activisme des ONG qui trouvent là un nouveau terrain d'attaque contre les entreprises, et c'est très bien, certainement dans une certaine limite, mais on n'est pas encore sur quelque chose qui est perçu à sa juste mesure. Et je vais conclure peut-être avant de passer la parole à Marianne, parce que je parle longtemps, mais pourquoi aujourd'hui, quelle est la tendance aujourd'hui qui va être marquée? On est en train de vivre une crise assez inattendue et inédite, et on parle beaucoup de ce qui va se passer après. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passera après dépendra de ce qui est en train de se passer maintenant et de ce qui était en train de se passer avant. Le sentiment que beaucoup de praticiens, comme Marianne et moi, et pas seulement, avons, c'est que de plus en plus, on va attendre de l'entreprise de pas simplement compenser, on va dire, ses externalités, mais également peut-être d'avoir un rôle, un engagement sociétal plus marqué. Et ça, c'est quand même une tendance assez forte. On va dire qu'il s'incarne au travers de plusieurs leviers, je passe assez vite, mais on a vu tout à l'heure certains cadres légaux, ce devoir de vigilance dont j'ai parlé, l'intérêt social, mais également de plus en plus on a des investisseurs qui ne soutiendront financièrement une entreprise que si elle coche un certain nombre de cases, et je parle pas uniquement sur le papier de la RSE, et même au niveau des aides du gouvernement,
on a vu rien que cette année un certain nombre de rapports et également les plans d'aide européens qui sont conditionnés. Et on arrive dans une notion de conditionnalité, c'est-à-dire le plan de relance, les plans de relance qui vont être essentiels vont nécessairement tenir compte des paramètres du monde d'avant, du monde de pendant et du monde du pendant et du monde d'après. Le monde d'avant, c'était déjà une un peu montante, je ne parlerai pas de gilets jaunes, mais enfin tout ce qui est altermondialiste et la remise en cause d'un capitalisme jugé excessif. Je ne parle pas de jugement de valeur, je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Des mouvements également d'empowerment citoyen sur la consommation, sur le choix des fournisseurs de produits auxquels on va s'intéresser. Donc de plus en plus une sensibilité et puis également une sensibilité générationnelle sur ces thématiques-là. Donc c'est le premier point. Les entreprises doivent faire sens et doivent correspondre à une tendance. Donc déjà, c'était là. La difficulté, c'est que concrètement, beaucoup d'entreprises n'avaient pas conscience de ça ou pensaient voir s'en extraire, surtout celles qui ne travaillent pas en B2C, font surtout du B2B. Mais voilà, donc ça, c'est le terreau était là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise? Certaines ont été aidées et il va falloir que ça se paye. Alors déjà, la première contrainte, ça a été de pas verser de dividendes, c'était à minima. Et puis demain, de plus en plus, on voit, comme je le disais, cette conditionnalité qui émerge, notamment, et le premier vecteur, évidemment, on le conçoit, c'est l'engagement environnemental. C'est-à-dire qu'on va aider les boîtes qui ne vont pas simplement faire attention à ne pas trop polluer, par exemple, mais également vont probablement aller au-delà de ça et s'engager dans une mission sociale. Et là, on a une convergence qui est intéressante et à noter avec deux textes, et je terminerai là-dessus. Pardon Marianne, 2014, la loi sur l'économie sociale et solidaire, et 2019, je crois, la loi Pacte avec les sociétés à mission. Et on a des animaux qu'on va inclure dans ce qu'on va appeler l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises qui ont comme but ontologique, enfin fondamental, pas simplement de faire du profit, mais de contribuer. Alors après, la liste peut être longue, mais au progrès social, à l'égalité des chances, ce genre de choses, et qui vont converger la plupart du temps avec des préoccupations qu'on va considérer comme RSE. Donc il y a aussi un cadre qui est en train de se mettre en place. Danone, par exemple, qui était une entreprise qui était assez en pointe sur ces questions-là. Certains diront pour des raisons marketing, d'autres diront par engagement sociétal marqué de son dirigeant. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des leaders d'opinion dans ces secteurs. Et là, on a des outils comme la société à mission, la raison d'être, des choses comme ça, qui sont des sociétés qui vont s'engager résolument, statutairement, sur des objectifs qui vont pas être simplement financiers. Et là, de ce point de vue-là, à nouveau, on a l'émergence d'une nouvelle forme de droit. Ce droit, ça va être le fait d'avoir bénéficié de subventions, d'aides ou d'investissements parce qu'on avait un statut ou un engagement RSE. Et si on ne le fait pas vraiment, eh bien le risque à ce moment-là, et on parle de risque donc de droit, c'est de perdre ces subventions, ces aides. On peut également obtenir des marchés publics, ou pas simplement publics. Quand je disais tout à l'heure que les grands groupes ont ce devoir de vigilance avec leurs partenaires, c'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer que vous-même, les petites entreprises, enfin vous-même, que les petites entreprises ont également souscrit des engagements et qui vont dans le sens sociétal attendu. Donc finalement, il y a un effet de contamination qui nécessairement va se créer et qui va amener à un droit plus substantiel autour de la RSE, des vrais risques, des responsabilités et nécessairement la nécessité de montrer les choses dans un cadre qui va être sanctionnable. Donc c'est pour ça que nous sommes sur le secteur aujourd'hui et il y a une traduction, peut-être Marianne tu peux en parler, c'est que de plus en plus effectivement dans le secteur des fusions-acquisitions, c'est un risque qui est pris en considération. Merci beaucoup Philippe. Avant d'écouter Marianne, on a une question d'Eléa. Je ne sais pas si je pense qu'il vaut mieux la poser maintenant parce que c'est en rapport avec ce que vous avez dit Philippe. La question est mais comment la loi sur le devoir de vigilance peut-elle avoir un impact s'il n'y a pas de sanction derrière? Alors, je m'adresse pas, je sais, à des juristes, mais c'est intéressant la question. Il a été prévu, par exemple, la loi sur la corruption. Il y a une agence qui est censée contrôler le fait que les entreprises. La question n'est pas de savoir si elles commettent ou non des actes de corruption, mais de s'assurer qu'elles mettent en place un programme de détection. Donc pour ça, on a une agence, une fois approche très française, on est les seuls au monde à avoir ça, qui va s'assurer que les entreprises concernées mettent en place le programme. Et s'ils ne le font pas, il y a des sanctions possibles.
En matière de devoir de vigilance, le gouvernement à l'époque avait tenté la même chose et le Conseil constitutionnel avait trouvé que les concepts qui étaient promus, autant la corruption, c'est un délit qui est inscrit dans le code pénal, c'est assez carré. Alors que là, on parle de droits de l'homme, de liberté publique, de santé, sécurité, c'est très flou. Et les référentiels sont assez variables. Donc le Conseil constitutionnel avait estimé qu'il n'y avait pas moyen de prévoir des sanctions automatiques du genre amende ou parce que voilà, l'objectif était trop flou. Mais en revanche, quel est le suivant? C'est que, et là on retombe dans la logique américaine sur la lutte contre la corruption, ils ont encore une approche différente, mais là on est dans le même secteur. Imaginons que demain, on considère que Total, effectivement, a mandaté une entreprise qui a commis un crime contre l'humanité en déplaçant des populations à la baïonnette. Dans ce cadre-là, dans le passé, Total pouvait se contenter de dire c'est pas nous, c'est notre prestataire et on le savait pas. Eh bien, si Total ne respecte pas demain, je suis désolé de parler de Total parce que c'est pas, je prends ce cas de manière extraordinairement théorique, mais si demain Total ne met pas en place son plan de vigilance, à ce moment-là, ils ne pourront plus s'abriter derrière leur méconnaissance de ce que faisaient leurs prestataires. Ils seront, on inverse, comme on dit, la charge de la preuve. Et donc, ce ne sera pas à la partie poursuivant Total en responsabilité de prouver qu'ils savaient, ce sera à eux de prouver qu'ils ne savaient pas que leur prestataire commettrait un crime contre l'humanité. Et le fait de prouver qu'on ne savait pas quelque chose est quasiment impossible. Donc la réalité, c'est que demain, cette loi, même si la sanction n'est pas directe, elle peut favoriser des actions en responsabilité qui peuvent prospérer, puisque si le travail n'a pas bien été fait en amont, c'est-à-dire ce plan de prévention avec cartographie, évaluation des tiers, clause contractuelle, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Total devrait s'enquérir de la manière dont ses prestataires respectent les droits de l'homme, etc., avant de contracter avec eux. Et s'il ne le fait pas, à ce moment-là, effectivement, dans une procédure, eh bien, ce sera peut-être à lui de prouver que, n'ayant pas fait ce travail-là, eh bien, il n'était pas au courant des modes de fonctionnement de son prestataire. Et ça va être très difficile. Donc, il y a quand même en subliminal un vrai risque. Et comme dirait un de mes associés qui est spécialisé dans les droits de l'homme, aujourd'hui, peut-être c'est pas encore un risque avéré. Les tribunaux sont un petit peu, comment dirais-je, dubitatifs devant ce texte. C'est pas très normé, c'est tout récent. Mais comme le dit mon associé François Zimret, qui a été ambassadeur des droits de l'homme de la France pendant des années, demain, c'est la génération Greta Thunberg qui sera le magistrat qui tranchera ça. Donc le regard, il sera pas le même. Donc il est clair que là, on a créé le germe de quelque chose qui va, alors malheureusement, qui pèse sur les entreprises françaises uniquement. Et là-dessus, on est encore une fois, certains diront pionniers, d'autres diront des magiciens en quelque sorte. On essaie d'inventer des idées, mais voilà, il y a quand même une vraie qui devrait les inciter, même si la sanction n'est pas immédiate et si elle n'est pas directe, mais à mettre en place ces plans de vigilance. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour cette réponse. Eléa vous remercie d'ailleurs, je la lis, elle vous dit merci beaucoup. Effectivement, c'était très, très, très riche. Marianne, quelques illustrations peut-être? Oui. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Arnaud, tu me coupes, bien sûr, dès que le temps file trop vite. Moi, je vais aller dans la continuité de ce que Philippe vient de vous exposer, mais avec un regard un peu plus de praticien pour vous expliquer comment nous, dans notre pratique, d'avocat conseil, on va regarder un petit peu les problématiques RSE dans le cadre des opérations de fusion-acquisition sur lesquelles on intervient. Donc les opérations de fusion-acquisition, très simplement, on va dire que c'est des opérations d'acquisition et de cession d'entreprises. Dans ce cadre-là, les problématiques de RSE qui, comme Philippe l'a très justement rappelé, sont plutôt récentes, en tout cas pour nous, praticiens de fusion-acquisition, vont se poser à différents niveaux.
elles vont se poser dans les différents stades, si je puis dire, de l'opération d'acquisition. Une opération d'acquisition, c'est quoi? C'est tout d'abord une revue un petit peu de la société cible de l'acquisition. Quand on se positionne côté acquéreur, on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose à la vente. Si la machine qui a l'air flambant neuve n'a pas des défauts sous le capot ou des risques. Donc ça va être une phase à la fois on va commencer à discuter avec le vendeur et puis on va commencer à apprendre à connaître la cible et on va demander à pouvoir faire des audits. Ensuite, une fois qu'on aura vu un petit peu ce qu'on nous présente et ce qu'on aura compris de ce qu'on nous propose, on va négocier bien sûr sur le prix, mais on va essayer aussi de négocier des garanties sur ce qu'on achète. Et puis enfin, quand on va reprendre, quand on va réaliser donc l'opération d'acquisition, on va reprendre une structure ou si dans les travaux préparatoires des risques, des non-conformités ont été révélés, on va essayer de les retordre ou de s'en protéger. Donc ça, c'est si vous voulez en très rapide et très schématique l'approche plutôt juridique sur une opération d'acquisition. Quand on va regarder un peu les problématiques qui se posent en termes de RSE, on peut faire si on peut dire, on peut faire trois paliers. Le premier, c'est les risques en termes de conformité éthique. Et ça, comme l'a rappelé Philippe, la conformité éthique, elle n'est pas vraiment juridique, puisque l'éthique, c'est quoi? C'est la morale, c'est même, on pourrait même dire le sens. Donc là, on met pas du juridique derrière. Ce que ça peut poser comme risque, ça va être typiquement des problématiques d'image, qui peuvent derrière conduire à des grosses problématiques financières, mais qui ne seront pas liées à du juridique pur. Les deux autres corpus de risques de conformité, où là, on va avoir des risques juridiques. Le premier, ça va être le corpus réglementaire. Et donc là, je vais pas revenir dans le détail là-dessus. Je pense que Philippe vous l'a bien exposé. Ça va être tout ce qui est justement loi anticorruption, loi sur le devoir de vigilance. Philippe a parlé des mésaventures de Total en Ouganda, mais qui ne sont pas terminées, qui sont encore devant les tribunaux. On a aussi les mésaventures de Samsung qui, elles, ont commencé avant, qui ont commencé dès 2013, qui n'étaient pas d'ailleurs sur le plan du devoir de vigilance, mais sur le plan de la publicité, qui sont allés chercher, en fait, c'est toujours des ONG qui vont chercher jusqu'à présent, qui sont allés chercher Samsung sur le plan de la publicité trompeuse. C'est-à-dire que Samsung avait publié un code de conduite en disant que bien sûr les fournisseurs auxquels ils faisaient appel avaient respecté des valeurs éthiques, ne faisaient pas appel au travail des enfants, etc. Et ils se sont fait attraper en Chine. Il y a eu une évolution d'ailleurs, et ce qui est intéressante, qui vraiment qui va dans ce sens d'un éveil des consciences, mais aussi des tribunaux sur les problématiques RSE, puisqu'il y a une première plainte en 2013 qui a été rejetée, une deuxième plainte en 2015 qui a été rejetée, une troisième plainte en 2018 qui a commencé à prospérer. D'ailleurs, la filiale de Samsung a été mise en examen en 2019. Et à tel point que ça a créé des émules et qu'il y a une nouvelle plainte qui vient d'être déposée tout récemment par Que Choisir en 2020, toujours sur les mêmes fondements à l'encontre de Samsung. Donc c'est quand même, ça se développe. La dernière en date, pour vous donner des exemples un petit peu différent, c'est la mise en demeure qui a été initiée par l'association Sherpa à l'encontre de Casino. Pour sa commercialisation de viande de bœuf. Tenez-vous bien, Casino fait appel, commercialise au Brésil de la viande de bœuf, sauf que Casino fait signer lui aussi
une charte auprès de ses fournisseurs qui s'engage à ne pas porter atteinte, ne pas aller dans le sens de la déforestation. Les ONG ont relevé des atteintes par ces fournisseurs en termes de déforestation, et Casino vient de se faire mettre en demeure en France pour non-respect de son plan de vigilance qui incluait justement des engagements au niveau de la politique de lutte contre la déforestation. Je vais aller assez vite, je vais vous parler du troisième corpus de règles sur lesquelles on pourrait être à risque juridique. C'est un corpus sur la conformité structurelle, et on vous l'a rappelé, structurelle, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la forme de société qu'on a choisie ou l'objet qu'on a choisi pour sa société. Et là, vous vous souviendrez qu'on a parlé des sociétés à mission qui sont toutes récentes et qui vont imposer un certain nombre d'obligations à respecter pour celles qui vont choisir ce statut. De la même manière, pour les entreprises de l'économie solidaire qui ont obtenu un agrément et qui, elles, ont pu obtenir des subventions ou des financements sur la base de cet agrément, à vérifier si elles ne remplissent plus ces conditions, alors les financements et les subventions pourraient être remises en cause. Donc on va regarder à la fois au moment de l'audit, on va regarder ce qu'on peut voir en termes de conformité ou non-conformité. Est-ce qu'un plan de prévention a été mis en place? Est-ce que ce plan de prévention paraît cohérent par rapport à l'activité et les risques de la société? Est-ce que l'entreprise, l'ESS respecte les conditions de son agrément? Quelle est l'étendue de son agrément? Quelles sont les subventions qui ont été accordées en fonction de son agrément? On va regarder ça. Si on relève des risques, on va bien sûr essayer de les négocier, soit en impactant rapidement le prix, soit en tentant de négocier des garanties dites de passifs. Là, ça va être compliqué, donc je vais aller vite, mais ça va être compliqué à négocier. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à chiffrer et que pour l'instant, la jurisprudence est quasiment inexistante sur ces sujets. Enfin, comme j'expliquais, une fois que l'opération est réalisée, il faudra garder à l'esprit donc la mise en conformité des points qu'on aurait relevés. Et ça, typiquement, dans le cadre d'une opération qu'on a suivie, sur laquelle on a été intervenu ensemble avec Philippe, j'avais participé à une restructuration d'un groupe dans coopératif, où on s'est aperçu, c'était le démarrage en fait de la mise en application des lois Sapin 2, donc anticorruption, et de la loi sur le devoir de vigilance. Et donc, on a fait des propositions et Philippe a travaillé tout particulièrement sur la mise en place d'un plan de prévention au sein de ce groupe. Donc, dans le cadre et dans la foulée d'une restructuration de ce groupe, donc d'une opération d'acquisition. Voilà, je pense que le temps est écoulé, Arnaud, c'est ce que je peux dire. Non, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup, on est pile dans le timing. J'attends un peu de voir les questions arriver. On a le temps de prendre une ou deux questions, même si on déborde de 2-3 minutes, mais après 2 exposés aussi intéressants, je m'en voudrais de priver les étudiants de la possibilité de une ou 2 questions. Non, j'ai l'impression que vous avez été très clair et qu'il n'y a pas de questions. Non, vraiment 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et alors on va terminer pile à l'heure. Un grand merci, vraiment un grand merci à vous deux. C'était, je crois, extrêmement clair, extrêmement intéressant, argumenté et exactement au rendez-vous de ce qu'on voulait, c'est-à-dire cette
cet approfondissement par le regard de professionnels des éléments théoriques des cours de nos étudiants. Un grand merci à vous. Je le dis à nos étudiantes et à nos étudiants, si comme moi vous avez été subjugués par le talent de nos deux invités d'avocats, je vous signale qu'à Bordeaux, nous avons un partenariat avec l'école des avocats du barreau de Bordeaux et que vous avez la possibilité de rejoindre le métier d'avocat via Kedge si cela vous intéresse. Marianne, Philippe, je vous laisse la parole pour un mot de conclusion, un mot de revoir si vous le voulez. Pour ma part, je vous remercie encore et encore. Marianne, peut-être, je sais pas si oui, Arnaud, merci. Merci de nous avoir accueillis. Tu sais que c'est toujours un plaisir pour nous d'intervenir auprès des étudiants de Kedge. Que moi j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà en personne et de pouvoir tester un petit peu l'attrait et pour la matière et la réactivité sur des sujets qui sont quand même un peu loin. Aujourd'hui, on va dire de l'apprentissage d'étudiants en école de commerce, puisqu'on est très technique quand même dans notre domaine juridique. Voilà. Bon, moi je conclurai en disant rejoignez cette belle profession qui est la nôtre, qui nous permet de brosser des sujets extraordinairement variés, c'est-à-dire des trucs très récurrents, du contentieux, du conseil, puis également de s'inscrire dans des réflexions prospectives. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a fait notre premier rapport commandé par le Parlement européen sur la RSE, où on préconisait des mécanismes incitatifs. On a attendu des années que la RSE devienne du droit. C'est en train d'être le cas, et s'inscrire dans le temps long est aussi un des plaisirs qu'on a dans ce métier, d'essayer d'anticiper, et quelquefois d'être exaucé, de voir que les sujets sur lesquels on a caressé comme ça, eh bien, finissent par grandir. En tout cas, merci de votre écoute à tous, et merci Arnaud d'avoir organisé ça. Et puis, bonne soirée. Avec grand plaisir, merci Philippe de ces mots et je vous confirme qu'on a de plus en plus de diplômés qui s'orientent vers la carrière d'avocat avec un double diplôme très intéressant. Merci à nos intervenants, merci à vous. N'hésitez pas à faire savoir à vos camarades que ces conférences ont lieu, que les replays sont disponibles. La prochaine conférence un jour et elle sera sur le thème du luxe et des nouveaux consommateurs. Voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous recommande la plus grande prudence pour vous-même et pour les autres. Et vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.